بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre professeur, M. Ismaili Moulay Shrif, enseignant-chercheur de l'Université Mohammed Ier d'Oujda, faculté des sciences, département de mathématiques, et membre du laboratoire d'arithmétique, calcul scientifique et application. C'est un grand honneur pour moi de participer à votre formation à distance par cette modeste contribution qui, je l'espère, me permettra de, disons, dire l'essentiel du contenu des chapitres 2 et 3 du cours d'algèbre 3, destiné aux étudiants de la filière SMIA, semestre 2. Il va sans dire que les notions déjà vues dans le premier chapitre, à savoir la notion de matrice, calcul des déterminants et résolution des systèmes d'équations linéaires, seront considérées comme acquises. On va sans plus tarder donc débuter la première section de ce deuxième chapitre qui va parler en fait des espaces vectoriels et des applications linéaires. On va commencer d'abord par la définition. Auparavant, je dois signaler que dans tout ce cours, un corps commutatif, un corps K sera toujours considéré comme un corps commutatif. Alors, un espace vectoriel sur le corps K est un ensemble E muni d'une loi de composition interne notée plus et d'une loi de composition externe notée point, qui est une application de K croix E vers E, tel que... Alors avant de donner, si vous voulez, les différents axiomes qui définissent la notion d'espace vectoriel, j'ai dit ici que c'est une loi de composition externe et donc j'ai spécifié que c'était une application de K croix E dans E, tout simplement pour faire la différence avec la loi de composition interne qui, elle, est une application de E croix E vers E. Alors, nous avons un certain nombre d'axiomes à vérifier. Il faut que E, muni de l'addition, soit un groupe commutatif. Cela veut dire en fait que vous avez 4 choses à vérifier. Vous avez déjà étudié dans le premier semestre la théorie des groupes et vous savez que cela signifie que l'addition est associative, qu'elle admet un élément neutre qu'on va noter par 0 ou 0 de E, que tout élément admet un symétrique, ici ça va être l'opposé, et en plus la loi plus est commutative. Et deuxièmement, quel que soit lambda et mu appartenant à K, quel que soit x et y des éléments de E, nous avons 4 autres axiomes à vérifier. Lambda plus mu point x égale lambda point x plus mu point x. 2i lambda point x plus y est égal à lambda point x plus lambda point y. 3i
nous avons lambda mu point x égale à lambda point mu point x. Et puis, vous avez la quatrième et dernière propriété qui est 1 indice k point x égale à x. Évidemment, 1 indice k désigne l'élément neutre de la multiplication. Vous aurez remarqué que, comme vous le savez, un corps commutatif, lui aussi, il a deux lois internes qui sont, elles aussi, notées par l'addition et la multiplication. Et donc, dans la définition, pour faire la différence entre les deux, vous voyez ici que, par exemple, à ce niveau-là, l'addition entre x et y, c'est l'addition de E. Et l'addition ici, c'est l'addition du corps K. Comment faire la différence entre les deux? Il suffit juste de savoir ce qu'on est en train d'additionner. Si ce sont des éléments de K, c'est l'addition de K. Et si ce sont des éléments de E, ça va être l'addition de E. Alors, j'aurais pu utiliser d'autres symboles, mais pour la simplicité des notations, en général, on fait ce qu'on appelle en mathématiques un abus de notation. Alors, toujours, quand on parle de la théorie des espaces vectoriels, on doit faire la différence entre les éléments du corps K et les éléments de l'espace E. Alors, c'est pour ça que les éléments du corps K sont dits des scalaires. Donc, quand vous entendez le mot scalaire, ça veut dire que c'est un élément de K. Et ceux de E, des vecteurs. Voilà, donc nous avons tout ce qu'il faut pour définir ce qu'est un espace vectoriel. Et on va commencer par donner quelques exemples assez simples avant de donner les règles de calcul dans un espace vectoriel. Alors, parmi les exemples que vous avez déjà étudiés et rencontrés, vous avez R muni de l'addition et de la multiplication que vous connaissez et un espace vectoriel sur lui-même, sur R. En fait, tout corps commutatif est un espace vectoriel sur lui-même. L'addition et la multiplication externe sont l'addition et la multiplication du corps K, tout simplement. Le deuxième exemple en important, c'est l'anneau des polynômes A une indéterminée à coefficient dans K. Alors, à coefficient dans K et un espace vectoriel sur K, que je vais essayer d'abréger en écrivant tout simplement ceci, est un K, espace vectoriel. Ici, l'addition, c'est l'addition du corps K, et la multiplication externe, c'est tout simplement, l'addition, c'est l'addition de l'anneau K de X, et la multiplication externe, c'est la multiplication des polynômes. Quand vous avez une constante lambda que vous multipliez par P, c'est tout simplement lambda P, lorsque P est un polynôme qui est dans K de X. Le troisième et dernier exemple, c'est si je prends E et F de K espace vectoriel, je peux définir une structure d'espace vectoriel sur le produit cartésien. Alors, le produit cartésien E croix F et aussi un K espace vectoriel. Alors, si vous voulez, l'addition dans ce cas-là, elle va être définie de la façon suivante. Quand je prends deux couples, deux éléments de E croix F, alors x, y plus x', y', c'est x plus x', y plus y'. Et lambda.xy, c'est le couple lambda.x, lambda.y. Là, il faut noter que, en fait, nous avons
au moins, enfin exactement, 4 additions différentes. Il y a l'addition du corps K, il y a l'addition de l'espace produit cartésien E croix F, il y a l'addition de E et il y a l'addition de F. Elles sont toutes notées de la même façon pour la simplification des notations. Mais dans la réalité, elles peuvent être des lois, enfin, elles sont des lois distinctes les unes des autres. Maintenant, nous allons essayer rapidement de passer aux règles de calcul dans un espace vectoriel. Alors, règles de calcul dans un espace vectoriel. Donc, je vais partir d'un espace vectoriel E. Nous avons donc, quel que soit x, y des éléments de E, quel que soit lambda et mu des scalaires qui appartiennent à K, nous avons lambda point x égale à 0 de E, si et seulement si lambda égale à 0 de K ou x égale 0 de E. Alors là, je m'explique. Je suis obligé de faire la différence entre l'élément neutre du corps K et l'élément neutre de l'espace E. Une raison qui m'a poussé à considérer la première loi de l'espace vectoriel E, l'addition, c'est parce que dans la théorie des groupes, si vous voulez, une loi commutative est désignée par plus et son élément neutre c'est toujours 0, alors qu'une loi multiplicative elle est désignée par point ou multipliée et l'élément neutre c'est 1. La deuxième propriété c'est que moins 1 10k fois x c'est moins x. La troisième c'est lambda moins mu point x égale lambda point x moins mu point x. Et la quatrième et dernière, c'est lambda point x moins y égale lambda point x moins lambda point y. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder, si vous voulez, disons, les axiomes qui me permettent de définir la structure d'espace vectoriel et d'essayer de, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, de, disons, montrer I et I2I. Je vous laisse 3I et 4I à titre d'exercice. Une fois que vous aurez compris le principe, comment ça marche, vous pouvez facilement montrer la troisième et quatrième règle de calcul dans un espace vectoriel. Bon, alors pour montrer le petit i, je commence par la réciproque. Alors, par exemple, lambda point 0 de E. Là, si lambda est égal à, enfin, si x est égal à 0 de E, ça voudra dire que lambda point 0 de E, ça doit être égal à 0 de E. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'enseigner ce cours plusieurs années, et quand j'arrive à cette démonstration, je pose la question, c'est quoi lambda fois 0 ou bien c'est quoi 0 fois x? Alors tout le monde me répond systématiquement, c'est 0. Mais il faut savoir que si cette propriété est peut-être, disons, assez facile à voir dans les nombres, le corps des nombres réels ou le corps des nombres complexes, dans la théorie des espaces vectoriels, vous êtes obligé de faire une démonstration. Ce n'est pas évident. Et vous allez voir que il faut démontrer cette propriété-là. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'exploiter le fait que 0 de E est l'élément neutre de l'addition. Donc, je peux écrire ça. Et puis, j'utilise c'est pour ça que j'ai gardé les axiomes ici, cette propriété-là. Et je sais que ça va me donner lambda 0E plus lambda point 0 de E. Alors là, je suis dans le groupe commutatif E. Lambda fois 0, ça appartient à E. Et donc, c'est A égale à A plus A. Par régularité, quand je simplifie,
je vais trouver que lambda fois 0 de E est effectivement égal à 0 de E. Donc vous voyez que les axiomes ne sont pas mis uniquement pour définir l'espace vectoriel E, mais ça sert à démontrer les propriétés et les règles de calcul dans celui-ci. Une fois que vous avez compris le principe, les choses vont aller plus vite. Par exemple, 0k fois x, eh bien c'est la même chose, c'est 0k plus 0k point x égale à 0k point x. Le même principe me permet de dire est égal à 0,2. De cette façon, nous avons montré l'implication réciproque. L'implication directe, je pars du fait que lambda.x égale à 0,2. Si lambda est égal à 0,2, c'est terminé, je n'ai rien à démontrer parce que la propriété me dit que si lambda fois x est égal à 0, l'un des deux doit être nul, ou bien le scalaire ou bien le vecteur. Sinon, si lambda est différent, ici 0 de k, est différent de 0 de k, je suis dans un corps, si lambda est non nul, vous savez qu'un corps c'est un anneau dont les éléments non nuls, ce sont les éléments inversibles. Alors lambda moins 1 existe. Je vais multiplier par l'inverse de lambda, égal à lambda moins 1 fois 0 de E. Et vous voyez que la première propriété sert ici, puisque dans ce cas-là, je sais que ça c'est déjà 0 de E. Mais je sais aussi que ce que j'ai là, c'est lambda moins 1 point lambda point x. Et lambda moins 1 point 1 égale à 1 indice k point x. Et vous savez que le dernier axiome me permet de dire que c'est x. Alors si lambda est non nul, eh bien c'est x qui va s'annuler. Je vais juste vous donner une petite indication pour, disons, montrer 3i et 4i. Là, je vais effacer ceci. Pour la troisième et quatrième propriété, vous avez tout simplement à vérifier que, essayez de montrer à titre d'exercice que quel que soit mu appartenant à K, quel que soit x dans E, eh bien mu point moins x est égal à moins mu point x est égal à moins mu x. Ça, c'est pour montrer 3 et 4. Mais vous avez besoin quand même de la deuxième propriété. Alors, pour montrer les deux i, c'est la même astuce. Je vais écrire 1 indice k moins 1 indice k point x. Ça, c'est 0k point x, c'est 0 de E. Mais c'est 1 indice k point x plus, alors là il faut faire attention, c'est plus moins 1 indice k point x. Là vous êtes dans le groupe commutatif E et ça c'est x plus moins indice k fois x. Et bien ça va impliquer que tout simplement j'ai x plus quelque chose qui est égal à 0 de E, donc ce quelque chose qui est là c'est exactement l'opposé de x dans le groupe commutatif E. Donc, moins 1 indice k point x est égal à moins x. De cette façon, nous avons en fait les règles essentielles qui nous permettent maintenant de faire tous les calculs qu'on veut dans un espace vectoriel. Bien. Alors maintenant, nous allons essayer de si vous voulez, de définir la notion de sous-espace vectoriel. Vous avez déjà eu l'occasion, dans le premier semestre, d'étudier la théorie des groupes, la théorie des anneaux et la théorie des corps. Chaque fois que vous avez défini une structure algébrique, vous avez défini après sa sous-structure.
Quand vous avez un groupe, vous avez un sous-groupe. Si vous définissez un anneau, vous avez défini aussi ce que c'est qu'un sous-anneau. La même chose pour l'école. Il n'y a pas de raison pour que ça change lorsqu'on manipule la structure des espaces vectoriels. Alors, la deuxième définition. Je vais donc considérer E un K espace vectoriel et F un sous-ensemble de E. Alors on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si j'ai trois propriétés. Petit i, il faut que F soit une partie non vide. 2i, quel que soit x et y éléments de F, il faut que la somme x plus y soit dans F. Et la troisième et dernière propriété, quel que soit lambda appartenant à K, quel que soit x appartenant à F, je dois avoir, si vous voulez, lambda.x est dans F. En résumé, quand on regarde ce qu'on vient de définir, ça veut dire tout simplement que pour que F soit un sous-espace vectoriel au sens de la définition, parce que ça c'est une définition, il faut que ma partie soit non vide évidemment. Ensuite, que F soit stable pour l'addition. En d'autres termes, ça signifie tout simplement que l'addition de E, qui est une loi de composition interne sur E, restreinte à F, reste encore une loi de composition interne sur F. La restriction de la multiplication externe de E à F reste une loi de composition externe, à savoir une application de K croix F vers F. On va essayer de donner un certain nombre de remarques utiles avant de donner quelques exemples. Alors, remarque 1, ce sont les premières remarques. Alors, premièrement, tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. On va essayer de le voir assez rapidement avant de passer à la deuxième remarque. J'ai dit ici que F est stable pour l'addition et pour la multiplication. Pour dire que c'est un espace vectoriel, il faut vérifier les axiomes de la définition, à savoir que F pour l'addition c'est un groupe commutatif et les 4 autres axiomes que nous avons listés. Bon. Vous avez F qui est non vide, la somme des deux éléments de F est dans F, et les propriétés que nous avons vues tout à l'heure, c'est-à-dire les règles de calcul que nous avons étudiées, enfin, que nous avons démontrées, me permettaient de dire que si je prends x un élément de F, eh bien, moins x, qui est en fait moins 1 indice K fois x, appartient à F. À l'aide de la définition et de la règle de calcul de tout à l'heure. Donc, si je résume, je trouve que F est non vide, que la somme de deux éléments de F est dans F, et que l'opposé de tout élément de F est dans F. Ça veut dire tout simplement que F pour l'addition est un sous-groupe. Donc, pour l'addition, c'est un groupe commutatif. Bien, si les 4 autres axiomes qui suivent dans la définition sont vérifiés par tous les éléments de E, à plus forte raison, et ils sont encore vérifiés par les éléments de F et les scalaires qui appartiennent à K. De cette façon, on voit tout simplement que ça conduit au fait qu'un sous-espace vectoriel, c'est en fait un espace vectoriel. Deuxièmement, et c'est l'une des remarques les plus importantes, une partie F dans E est, je commence à utiliser l'abréviation suivante pour aller vite, est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si. Premièrement, F est non vide, ça ce n'est pas étonnant parce que c'est déjà donné dans la définition. Deuxièmement, quel que soit x et y dans F, quel que soit lambda mu dans K, on doit vérifier que lambda x plus mu y appartiennent à F.
Bien, je vais essayer rapidement de montrer oralement que la remarque qui est ici à la définition, ce sont deux définitions équivalentes de la même chose. Ben, si f est un sous-espace vectoriel au sens de la définition, ben, le petit i ici implique celui-là. F est toujours non vide. Si vous avez lambda x appartient à f, quel que soit lambda dans K, quel que soit x dans f, eh bien lambda x et mu y sont dans f, et la somme des deux éléments de f est dans f. Donc il est trivial de voir que la définition implique la remarque. À l'inverse est aussi évident, puisque si j'ai ces propriétés-là, j'ai que f est non vide. Pour avoir la deuxième propriété-là, il suffit que je prenne ici lambda égale à mu égale à 1. Et pour avoir la troisième propriété, je n'ai qu'à prendre mu égale 0. Mais ceci, c'est grâce aux règles de calcul que nous avons montrées tout à l'heure. Donc il y a équivalence entre les deux. Alors, dire que nous avons cette deuxième propriété, ça signifie que f est stable par combinaison linéaire, notion que nous allons voir un peu plus tard. Pourquoi est-ce que j'ai donné cette deuxième caractérisation? C'est parce que des fois, quand vous voulez montrer que f est un sous-espace vectoriel de E, vous avez évidemment le choix d'utiliser la définition ou bien cette propriété-là. Alors quand est-ce qu'il faut utiliser l'une ou l'autre des caractérisations? C'est selon la difficulté des calculs. Si les calculs sont compliqués, je préconise d'utiliser plutôt la définition. Montrer d'abord que f est stable pour l'addition et qu'il est stable pour la multiplication externe. Si par contre les calculs sont assez simples, il suffit d'utiliser cette propriété pour démontrer que f est un sous-espace vectoriel. Troisièmement, si f est un sous-espace vectoriel de E, alors 0 de E appartient à f. Vous allez me dire que c'est trivial, puisque si f est un sous-espace vectoriel de E, f pour l'addition est un sous-groupe de E+. Et l'élément neutre du sous-groupe, c'est toujours l'élément neutre du groupe, donc 0 de E appartient à f. Mais la remarque, bien qu'elle soit facile à vérifier, elle est très très importante. Pour voir son importance, nous allons la voir, si vous voulez, sous sa forme contraposée. Je vais utiliser la contraposée de cette propriété-là. Alors, la contraposée, qui est exactement la propriété équivalente à celle-là, 0 de E n'appartient pas à f, ben, ça implique tout simplement que f n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Alors, c'est sous cette forme qu'il faut utiliser cette remarque. Si vous voulez, la remarque qui est là permet d'écarter des parties qui éventuellement ne vont pas être un sous-espace vectoriel de E. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette première séance. Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah, dans assez peu de temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.